Donc, ce que je vous propose, c'est de dérouler une présentation. Donc, elle va être assez, je dirais, descendante. Hein. Sur un webinaire, on n'a pas forcément le temps. Mais par contre, je garderai du temps à la fin pour les questions et les interactions. Donc, si vous avez des questions, ben, soit vous les mettez dans le chat et puis à ce moment-là, je compte sur Boris pour les dérouler, soit vous les posez à la fin et comme ça me permettra de faire passer tous mes messages. Donc voilà, comme disait Boris, moi j'interviens principalement sur des startups technologiques de par mon passé hein, et de par le fait que, effectivement, en tant que coach, j'ai pris le parti de m'occuper de l'humain parce que la techno, on est assez bon et les financements, quand on est bon, on sait les trouver. Mais par contre, 95% des échecs dans les startups technologiques sont liés à l'humain, mais 95% des succès sont aussi liés à l'humain. Euh, donc, j'ai proposé un petit sondage. Je vous ai envoyé le lien avec Boris et puis voilà les réponses un petit peu que j'ai eues. Donc, globalement, a priori, les gens pensent que c'est important, hein, les problèmes de communication en entreprise ou à la maison, hein, bien sûr. Hein, on fait pas de distinguo. Par contre, avec une formation ou des outils, ils sont évitables également. Donc ça, c'est le premier enseignement. Sur le deuxième sondage qui était, est-ce que vous vous sentez à l'aise et armé pour répondre à ces questions-là? On a une majorité de plutôt non, avec des quelques plutôt oui, quoi, et puis des personnes qui disent que ça va à peu près. Voilà, donc peut-être que vous allez trouver quelques enseignements dans ce que je vais vous apporter. Et puis sur le troisième sondage, un petit peu sur les outils ou les méthodes que vous connaissez. Il y avait alors pas de process.com, donc je vais avoir le plaisir de vous présenter rapidement le modèle, encore une fois. Une personne qui connaît le MBTI, la CNV, communication non violente. Il y a deux autres outils qui ont été mentionnés. Et puis l'outil pas vraiment, qui est l'outil de référence hein, en général qu'on utilise. Voilà, donc merci pour vos réponses au sondage. Alors, communiquer, nous sommes un animal social, hein, nous avons besoin de communiquer, on ne peut pas ne pas communiquer. Hein. Même quand on ne dit rien, le non-verbal parle pour nous. Juste voir la tête de votre collègue quand il arrive le matin au boulot peut vous donner de l'information en tout cas. Et cette communication est d'autant plus importante quand on travaille en équipe. Alors, pour communiquer, il faut être deux. Il y a un émetteur qui envoie un message à un récepteur. Et chacun a son codeur et son décodeur personnel pour traiter l'information échangée. Mais dans cet échange, il y a de la déperdition. Avez-vous parfois l'impression que ce que vous vouliez dire n'est pas ce que vous avez dit ou que ce que vous avez dit n'est pas ce que l'autre a compris? Entre ce qui est dans votre tête et ce qui finit dans la tête de l'autre, il peut y avoir des différences importantes qui donnent lieu à des malentendus, à des frustrations, du stress ou des conflits. Alors pourquoi ces difficultés à communiquer? Cela est dû en partie à des croyances que tout est visible et que tout le monde le voit. Par exemple, dans cette image, on voit un couple au bord de l'eau, mais certains verront peut-être également un bébé dans la forme de l'arbre. Voilà, croyance que ce qui est évident pour moi l'est forcément pour l'autre. Alors pour ceux qui ne voient pas le bébé, vous aurez les slides, hein, je vous laisserai le regarder. De même, dans cette autre image, on voit tous une femme, mais certains la voient jeune et d'autres la voient plus âgée. Donc, si nous n'avons pas comparé nos perceptions et si l'âge est un élément important dans la discussion, nous pouvons nous quitter sur un malentendu. Il y a également des biais cognitifs qui déforment notre perception de la réalité. Celles et ceux qui pensent que les lignes bleues ne sont pas parallèles se trompent. De même, celles et ceux qui pensent que les cases A et B ont une teinte de gris différente se trompent également. Et même quand on se fie à nos sens, même nos sens peuvent nous jouer des tours. Vous savez, quand le magicien coupe en deux sa partenaire sur scène, c'est pas vrai. Voilà. Donc tous ces biais et ces croyances peuvent fausser la communication. Alors comment ça se passe?
Face à une situation ou à des faits observés, notre cerveau va interpréter. De cette interprétation, on va en retirer un ressenti. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est agréable, désagréable? Est-ce que c'est dangereux? Et de ce ressenti, on va en découler une décision. De cette décision, on va se mettre en action. Et cette action, bien sûr, va avoir un impact sur la situation, sur le contexte. Dans cette boucle, il y a une partie visible qui est les faits qu'on observe et les comportements des personnes, et une partie invisible qui se passe dans notre tête, l'interprétation, le ressenti et la décision. Et chacun a la sienne. Ce qui veut dire que quand face à une situation, je vois quelqu'un qui n'agit pas comme je l'aurais fait, ben, c'est tout simplement que son interprétation, sa boucle du bas est différente. Pourquoi? Parce que chacun a son référentiel qui est lié à son éducation, à sa culture, à sa religion, à son chemin de vie. Et il n'y a pas de jugement de valeur. Mon référentiel n'est pas meilleur que le vôtre ou n'est pas meilleur que celui de quelqu'un d'autre. C'est juste qu'on est différent et c'est tant mieux, hein. Et ça, c'est quand tout va bien. Si on rajoute une touche de stress, ce qui va se passer, c'est que le stress va fausser notre perception de la réalité. Du coup, notre interprétation va être gênée, nos émotions s'en mêlent et nos décisions vont être biaisées. Et finalement, nos actions vont devenir inappropriées face à la situation. Alors, on fait quoi? Ben, la mauvaise nouvelle, mais vous le savez déjà, c'est que tout petit, on apprend à parler, mais qu'à l'école, on n'apprend pas à communiquer. Mais la bonne nouvelle, c'est que plein d'outils existent. Certains sont basés sur l'analyse transactionnelle, sur la programmation neurolinguistique, CNV, etc. Donc, en guise d'appétit, je souhaite vous partager un premier outil simple à mettre en œuvre et que j'utilise très souvent en coaching. Il s'agit des signes de reconnaissance. Cet outil est issu des travaux d'Eric Berne sur l'analyse transactionnelle. Nous avons tous besoin de donner et de recevoir du feedback. Communiquer, c'est se donner des signes de reconnaissance, verbaux et non verbaux. On appelle ça les signes en anglais. Les signes de reconnaissance peuvent être conditionnels, quand ils sont liés au comportement des gens, à ce qu'on fait, ou inconditionnels, quand ils sont liés à la personne, à l'être. Donc, quand on donne un signe de reconnaissance conditionnel positif, on va donner un feedback à une personne sur le fait qu'elle fait du bon travail ou elle a bien agi, par exemple. On est en train de lui indiquer que son comportement est positif, ou en tout cas, elle est sur le bon chemin pour avancer. C'est un signe très intéressant et très important parce que déjà, souvent, on dit que c'est pas bien, on nous dit quand c'est bien, on sait de le dire. Deuxièmement, si on ne dit pas à la personne qu'elle agit bien, elle va avoir du mal à consulter et à continuer ses améliorations. S'il n'est pas sûr d'elle, ou si j'ai vu comme ça des personnes qui disaient, mon patron dit jamais on est bien. Donc, il faut savoir aussi le demander si on a besoin. Mais voilà, donc c'est une reconnaissance conditionnelle positive. Si une reconnaissance conditionnelle négative, c'est de dire à la personne que elle a son comportement inapproprié ou alors que son travail n'est pas attendu. Ceci est aussi important parce que si on dit une personne qui a mal agi, elle n'est pas qu'il faut, qu'elle ne sait pas ou qu'elle est persuadée du contraire, elle risque de continuer sur un comportement qui n'est pas bon. Donc, donner du feedback négatif à une personne qui est importante à deux conditions. La première, c'est de dire pourquoi c'est bien, parce que si on dit que mon travail n'est pas correct, mais pourquoi je vais avoir du mal. Donc, c'est dire pourquoi c'est bien et éventuellement donner des pistes aussi pour que la personne puisse repasser en positif. Oui, dans ces conditions-là, les signes sont aussi très importants. Bonjour aux nouveaux venus. Ensuite, on a une reconnaissance inconditionnelle positive. Donc là, c'est juste dire à une personne, on juge plus ce qu'elle fait, on juge ce qu'elle est. Vous êtes charmante, vous êtes une personne, j'ai plaisir à travailler avec vous, vous êtes bien habillé, etc. Donc tous ces signes-là sont des signes qui visent la personne en base de son comportement. C'est important parce que déjà, ça fait bien l'ego, recevoir un compliment, qui ça sert, c'est toujours intéressant. Et puis derrière, ça aide lui dans la relation, ça permet effectivement de travailler plus efficacement. Et ensuite, on a le signe de reconnaissance inconditionnelle négatif. Et celui-là, non seulement il porte rien à relation, mais en plus, il peut l'esprit. Quand on dit à une personne qu'elle est stupide, par exemple, ça n'arrange rien. Ce signe-là est un peu plus difficile, enfin nocif, parce que imagine que la personne qui vous donne ce signe-là soit quelqu'un de référence pour vous, parce que c'est vos parents, est-ce que c'est votre supérieur hiérarchique, est-ce que c'est quelqu'un qui vous avez comme confiance ou autre, ben vous essayez de le croire. Quoi. Si vous me dites que je suis nul, ben, vous devez avoir raison. Quoi. Donc vous prenez ça dans mon sac à dos et vous faites jouer avec. Quoi. Dire en son temps, tu es nul, tu es bête, et ce que tu as fait est bête. Là, ça change tout. Parce que si je suis bête, je peux rien faire, je pense que je peux rien faire. Si ce que j'ai fait est bête, comme puis c'est bête, comme dit que j'aurais dû faire, il ne tient qu'à moi de changer. Vous voyez, donc, moi je pense que vous aurez fait un feedback négatif à une personne, je vous apprécie si vous voulez, privilégier les signes conditionnels et éviter à tout prix les signes inconditionnels. C'est peut-être tout simple, peut-être simple, mais quand on en prend conscience, on se perçoit que tous les feedbacks négatifs peuvent être faits de façon conditionnelle. Et puis on n'a pas tout pour juger quelqu'un. Voilà, on voit que la façon de dire les choses peut avoir une importance, même si le contenu du message, c'est la finalité la même. J'ai un autre outil qui est issu des préoccupations du docteur Terence McGuire, qui est recruté par la NASA dans les années 70. Il a deux problématiques de recrutement des astronautes. La première, c'était leur compatibilité, est-ce qu'ils sont capables de travailler ensemble efficacement. Et la deuxième, c'était, après de crise, quel était leur comportement. Il ne connaît pas de prévoir ces moutons-là. Donc, il s'est adressé à Dr. Baker, qui développait donc cette connexion modèle sur les bases des travaux d'Eric Berne.
de l'analyse transactionnelle. Donc, son objectif est l'observation des interactions entre les individus pour réaliser des dispositifs. Aujourd'hui, la communauté internationale bâtie autour de la post-connexion est pilotée par KCF, Calais Connexion France. C'est France qui a repris le flambeau après que Public Healers sont partis en tête il y a quelques années de ça. Donc, Processcom est un outil de développement de compétences relationnelles et émotionnelles. L'adresse est le quatre champs de l'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, avec notamment le premier qui est connaître tout-même de Socrate. Si je me comprends mieux, si je me connais mieux, je vais mieux gérer. Si je me connais mieux, je vais peut-être mieux comprendre les autres également. Et puis, si je me gère mieux et que je comprends les autres, on peut penser que la gestion des relations sera améliorée. Donc, on va avoir en fait à partir d'une connaissance de soi et des autres améliorée pour arriver à une efficacité personnelle et collective plus importante. Donc, l'application de la Processcom, c'est à peu près dans toutes les situations dans lesquelles on a une interaction avec les individus, que ce soit management, que ce soit en formation, que ce soit en gestion des conflits de cohésion d'équipe. Mais la Processcom est également utile à toutes les interactions que vous pouvez avoir dans votre vie privée, bien sûr, avec les enfants, avec la famille, avec les copains, etc. Quelques chiffres, 1,4 million d'inventaires dans le monde, donc c'est Picard à peu près 50 années sa vie à poser sur ce modèle-là. Donc c'est quelque chose qui est grande académique et de recherche important. Voilà, en France, il est développé depuis 88 avec un certain nombre de formateurs. Pour ma part, je suis coach formateur certifié en processus. Je propose également des certifications de domination personnelle, éligible au CPF. Voilà, et puis un nombre de références, c'est après utilisé dans pas mal de grands groupes de par le monde. Pour l'introduction, j'arrive donc à Processcom de façon plus précise. Il y a deux piliers à la Processcom. La première, c'est la manière de dire les choses a parfois plus d'importance que ce qui est dit. La forme peut prier sur le fond. Et puis, il y a également une théologie qui a été développée par Taker, composée de 6 types de personnalités qui représentent les facettes de la personnalité de toute personne. Alors attention, il ne s'agit pas de mettre genre dans les cases, l'humain est beaucoup plus complexe et riche que n'importe quel modèle ou outil. Le premier élément du modèle, c'est que Taker a appelé la structure de personnalité. Imaginez un immeuble à plusieurs étages, nous sommes cet immeuble, nous le construisons très tôt dans notre vie. Dans les 3 premières années de notre vie, notre réseau se construit, et les autres étages apparaissent plus tard. Vers certains, l'immeuble formé, et cela s'appelle un profil de personnalité. Chaque étage correspond à une facette ou une type de personnalité. À ces étages, on trouve des ressources que nous pouvons mobiliser à la demande. L'ordre dans lequel les étages sont arrivés, on a à peu près 720 combinaisons possibles pour des profils de personnalité. Elles sont tous différents et c'est mieux quand il s'agit de mettre les gens dans une case. Donc notre réseau correspond à notre nature profonde, on appelle cela de base, notre façon d'être peut influer tout au long de notre vie. Et les enfants en classe vont pouvoir paraître nature, tout. Vous avez des enfants qui sont tout câlins, qui ont besoin d'attention, qui vont venir consoler les petits copains quand ils sont mal, et puis il y en a d'autres qui n'occupent pas, qui n'ont pas besoin de se relation proche. Vous en avez qui prennent le même plaisir à tout mettre en bagaille, et puis d'autres qui, au contraire, vont avoir du plaisir à enlever. Voilà, donc ça, c'est notre base, encore une fois, c'est une clarté, et puis elle nous suivre tout au long de notre vie. C'est une façon d'être, une nature profonde. Et puis on a un autre élément qui est un trait qui est le phare, c'est notre source de motivation actuelle, c'est notre moteur. Il correspond à un étage particulier où on se ressourcer à n'importe quelle de notre vie. Suite à un stress important, durable, on peut changer de phase, on passera à la tâche supérieure. Dans une vie, ça peut se produire plusieurs fois, ou jamais. Ça dépendra de notre façon de vivre l'événement. Nous avons 5% de notre énergie disponible au succès. Cela nous donne des forces, notre bête. Par contre, l'énergie disponible dans notre âge peut être moins importante au fur et à mesure que l'on monte. Chaque type de personnalité possède ses ressources propres, et pour les IC, nous utilisons l'ascenseur. Par exemple, une personne de la nature réservée aura du mal à faire preuve d'autorité et de spontanément. Il faudra qu'elle épuise ses ressources à un âge supérieur. Donc, vous donner un coup de délicat, certaines personnes vont pas hésiter, prendre le téléphone et appeler. Alors que d'autres vont TGRC, procrastiner. En retour, certainement pas au métal pour ces deux personnes-là. Voilà. Et nous avons encore une fois ces ressources et tous les conflits en nous. Quand vous visitez un étage, vous utilisez ces ressources, on va en fait brûler l'énergie qui est disponible à ces tâches-là. Et quand on a brûlé, quelque part, on se stresse et on va tomber à notre niveau de base. Ce qui explique que parfois, quand on prend sur soi et on essaie d'expliquer calmement à une personne patiemment quelque chose une fois, deux fois, trois fois, ou de certains temps, on va s'énerver, on dit c'est comme ça, et puis ça veut juste dire qu'on a épuisé l'énergie qu'on avait au l'étage légitimement et qu'on revient à une nature qui est la nôtre. Donc on parle notre ascenseur toute la journée, quand on travaille, quand on s'amuse, quand on réfléchit, quand on planifie, quand on est créatif, ce mécanisme d'adaptation à notre environnement et à nos relations, soit au niveau de l'autre. Les conditions pour l'ascenseur, c'est déjà le voir, et puis ne pas être fatigué, stressé, pressé, et avoir l'énergie pour accueillir cet ascenseur. Voilà. Un créateur des sites de personnalité définis par Baker. Je vais le faire très rapidement, c'est une personnalité apathique. Alors, il appelle ça, c'est traduction américaine, alors vous focalisez pas trop sur le nom. Mais la personne qui est un petit peu apathique, une personne qui est souriante, chaleureuse, passionnée, elle souhaite faire plaisir, a beaucoup d'écoute, il a besoin de reconnaissance. C'est le cœur qui guide ses actions. Si je voulais une caricature, on pourrait passer à une assistante sociale. La personne type radioman, c'est une personne logique, organisée, structurée. Elle a besoin de reconnaissance de ses compétences. C'est une raison qu'on va parler, l'appeler au cœur. Quand il y a une présentation, c'est bien structuré. On va avoir une référence au temps qui est important aussi, c'est quand je jusqu'à Germine. Le profil type, c'est peut-être l'ingénieur, le chef de projet. Vous avez le type de personnalité persévérante, c'est quelqu'un qui est une personne observateur, engagé, dévoué, avec des valeurs et des principes, et surtout besoin de partager ses opinions. On pouvait penser à Jules Debé, par exemple, pour qui les principes sont importants. Et puis, on va avoir le profil rêveur, quelqu'un qui est calme, réfléchi, en retrait, qui a besoin de prendre du recul et de visualiser les choses avant de passer à l'action. On peut penser à un chercheur qui est souvent pensé perdu de ses pensées. Pour le type moteur, il s'agit de quelqu'un qui fait agir au départ, il va être dans l'action, il va être charmeur, adaptable, plein de ressources, il va chercher l'excitation, des challenges, un peu comme un commercial, si vous voulez, qui est sur des challenges et qui essaie d'avancer plutôt que dans l'action. Et puis pour le dernier type, c'est le type rebelle, avec un caractère plus spontané, ludique, créatif. Il prie la vie, KPGM, il a besoin d'échanges et de complicité. Un peu comme un dos ou un artiste, qui a besoin de beaucoup de liberté et de créativité. Voilà les 6 types de personnalités. Il n'y a pas de jugement de valeur entre ces types de personnalités. Ils ont tous leur point fort et leur point de vigilance. Donc nous avons dans notre immeuble tous ces types de personnalités. Et pour chacun d'entre nous, ils sont des éléments différents. Certaines sont parfois plus visibles que d'autres. Certaines sont d'autres choses, certaines sont au relais. Donc sont accessibles plus difficilement. Donc avec un peu de temps et d'explication, plus détaillé, vous pourrez essayer de deviner votre avec ces types de personnalités. En général, les personnes avec qui vous attendons bien ont le même base que nous. Les personnes avec qui ils ont des difficultés à communiquer ont leur base qui correspond à notre dernier étage. Et ce élément, c'est qui nous attire, qu'elles sont différentes de nous et on pourrait les admirer pour ce qu'elles sont capables de faire et qu'on est capable.
Statistique, 30% de la population est une base, une petite majorité de femmes. 25% de la population est une base faillante, donc tu vas jeter. Mais je répète, il ne s'agit pas de mettre les gens dans des cases, un type de personnalité n'est pas une personne, un profil de personnalité n'est pas une personne. Quand on parle de communication, il faut d'abord comprendre d'où vient l'efficacité des messages. Hier, qu'on dit, comment on le dit et où on le dit. Alors, il y a une étude qui suggère que les mots comptent pour 7% du message. Vous voyez, il y a 7% pour les mots, 38% pour le ton de la voix et puis 25% pour le langue du corps. On parle même du contexte. Cette étude a été remise en cause depuis, questionné, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le non verbal a un grand rôle à jouer. Le ton de voix, l'expression du visage, les gestes, la posture. Si je vous dis, je suis perdu, vous pourrez penser que je suis ensuite d'appréhension. Et si vous dites ce même mot en criant, le visage angoissé, la nuit au fond des bois, en pleine mer, vous en direz certainement autre chose. L'efficacité des messages est fonction de la congruence entre ce qu'on dit et comment on le dit. Donc, ce que l'on dit, de quoi on parle, chacun a sa façon de percevoir l'environnement. Certains vont privilégier les faits et les opinions, d'autres vont parler des émotions, d'autres vont parler de l'action. Vous demandez à quelqu'un, qu'est-ce que vous pouvez me faire en retour? Certains attendront de votre avis. Certains vont parler de ce qu'ils ont constaté, des faits, ou de ce qu'ils vont faire, ou de leur ressenti. D'autres auront besoin d'y réfléchir, et certains vont s'exprimer, c'est génial. Donc, les informations que nous émettons et que nous recevons ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Nous aurons, si nous avions des lunettes et que nous appliquions des filtres à notre réalité. C'est comme si une mécanique à quelqu'un qui n'y connaît rien. 90% de l'information se perdue ou inutile. Alors que si vous parliez à un expert, il est préféré. C'est comme si vous me parliez de cuisine, je serais beaucoup en faire. Nous en avons plus qui nous intéresse. Alors, à tour de donner l'information qui nous intéresse aux autres, de leur les informations, nous plus de besoin. C'est clair, avec cela, les perceptions. Avec un peu d'attention au champ lexical utilisé par les personnes, nous pouvons deviner sa perception et donc lui parler son langage. Ensuite, il y a la communication ou comment dire les choses. Il y a un mois, enfin, il y a même plus de mois, je rentrais de Paris avec oui, je rentrais de Paris matin, c'était un samedi après-midi et ma femme était en balade en montagne, il m'a dit, je serais en parade samedi, il m'a dit, je vais faire un tour en montagne. Donc, j'étais dans le LGV, je faisais mes mails et puis donc, je me suis dit, bon, il est 3 heures, je vais arriver à 4 heures, j'ai plus le temps de faire des courses avant de rentrer à la maison. Donc, je fais ça à ma femme, je dis, à quelle heure rentre-tu à la maison? Parce que j'ai besoin d'informations pour organiser mon après-midi. Réponse de ma femme, pas trop tard. Vous voyez, dans cette situation, moi, je suis plus avancé, j'ai pas d'informations. Donc, deuxième SMS, verdict, c'est une heure prévue. Deuxième réponse, que ça l'arrange. Donc, vous voyez que clairement, on n'est pas dans le canal. Parce que moi, j'ai besoin d'une information et elle sait me faire dire. Mais ça ne me convient pas, c'est parce que je recherche. Donc, si ça peut gérer facilement, quoi. Dire, en fait, tu me dis, oui, non. Et alors qu'avec les deux, de bonne volonté, on a tous les deux envie de se faire plaisir, quoi. Et on ne peut pas encore une fois sur la même canal, on se croit comme ça. Donc, si je ne m'adapte pas à elle, et que je lui dis pas, ma chérie, je vais peut-être arranger un pain à la sortie, mais bonne gazer l'après-midi pour être à la maison dans 3 ans. À ce moment-là, je vais peut-être essayer d'attendre pour les fournisseurs. Merci, bonne la bisous. Vous voyez, donc c'est juste le fait que, encore une fois, on peut le même langage, le même langue. Donc, et ça, malheureusement, ça ne s'en pas, ça peut gérer, ça peut faire refusser, par exemple. Donc, les canaux de connexion sont une manière de dire les choses. Mais encore une fois, tout le non-verbal, aussi être en cohérence avec vos mots. Je vais écrire, par exemple, si je vous dis je suis très heureux d'être ce soir parmi vous, et avec une évasion de leur regard, etc., vous allez peut-être mettre en doute mon enthousiasme à faire cette oubli. Voilà, donc il y a ce qu'on dit, il y a comment on le dit. Donc la bonne réception, le bon canal pour parler la bonne langue à notre interlocuteur. On s'arrête à quelqu'un, on s'arrête à sa base. On a tous une langue maternelle, le français, l'anglais, c'est exactement pareil. Si je parle anglais et que je lui parle français, il va avoir du mal à comprendre. Si je commence à changer, je monte à mon état anglais et que je lui parle en anglais, il y a beaucoup mieux. Moi, ça m'a manipulé forme, par contre, le dialogue, c'est instauré de façon efficace. Donc il faut prendre sa senseur et apprendre à parler 6 langues différentes. Voilà les bases. Le modèle Processcom se décline aussi sur d'autres dimensions. Par exemple, chaque personne a ses préférences dans le travail. Cela inclut la proportion à aller vers les autres, on va se concentrer sur son travail. Certains vont être plutôt avoir besoin de contact et d'autres vont se mettre en bureau et puis travailler. Ou les conditions de travail, un peu safe, vous avez des gens qui ont des casques anti-bruit pour les oreilles et d'autres qui peuvent poser d'un bureau isolé sur les atomiques de la foule. De même, certaines personnes préfèrent prendre des initiatives alors que d'autres sont plus promptes à saisir les opportunités. L'apport du modèle est de connaître et d'identifier ces facteurs pour mettre les personnes dans une condition optimale, leur bien-être et à la productivité. Et ça, c'est le rôle du manager de donner ces conditions-là à des collaborateurs pour qu'ils aient identifié. Les styles de management aussi dépendent de chaque manager. C'est un style autocratique, d'autres démocratiques, bienveillant, laisser-faire. L'auteur peut comprendre tous ces styles, leurs points forts et leurs limites, tel que identifier quel style est majoritairement utilisé par quel type de personnalité, et surtout si les incompatibilités, certaines types de personnalités ne supportent pas ou ont du mal à ce management. On ne manage pas tout le monde de la même façon. L'idée de mettre en place un style d'énergie différencié en fonction des besoins de l'interlocuteur. Encore une fois, on donne aux autres ce dont ils ont besoin et non pas ce dont on pense qu'ils ont besoin, ou ce dont nous on a besoin. Un point important du modèle est les besoins psychologiques. Les besoins psychologiques, c'est nous avons tous des besoins psychologiques que je cherche à satisfaire consciemment ou inconsciemment. Nous cherchons à obtenir cette section de ces besoins, que ce soit au travail ou dans la vie privée, que ce soit par les autres ou par nous-mêmes. Notamment les styles de reconnaissance dont je parlais tout à l'heure, donner, recevoir, accepter, refuser ou se donner, par exemple. Et ces besoins sont associés au type de personnalité et nous avons tous des besoins à des degrés différents. Ces besoins sont le carburant pour nos moteurs et besoins prioritaires et dans celui associé à notre phase. Donc, satisfaction positive de nos besoins psychologiques nous donne de l'énergie, cette énergie va nourrir notre motivation et servir et nous permettre d'utiliser notre sens. Le rôle de manager est de nourrir les besoins psychologiques de ses collaborateurs pour peu qu'ils aient d'identifier, bien sûr. Alors, comment ça se passe quand nous n'y arrivons pas? Mais comment s'y prennent les enfants pour obtenir l'attention, par exemple? Ils vont faire des câlins, ils vont rigoler, ils vont faire des dessins, etc. Et puis, s'ils n'ont pas l'attention, ils ont besoin de la parent, bah, ils vont faire des bêtises, ils vont crier, ils vont faire peur, bref, je vais se faire demander. Mais au moins, ils ont l'attention. Il vaut mieux de l'attention négative plutôt que de l'attention de tout. Pour l'adulte, c'est pareil. Et si nous n'arrivons pas à avoir cette satisfaction positive, bah, le stress nous guette. Alors, le stress, c'est partie de notre quotidien. Mais vraiment, parfois, il devient contre-productif, contagieux. Une personne stressée va adopter un comportement qui amène à satisfaire ses besoins psychologiques de façon négative. Ce comportement est très souvent inconscient, mais aussi pour la personne et pour la relation dessus. En fait, le stress nous bouffe l'énergie et nous empêche de notre ascenseur pour monter dans les étages. Et si on monte dans les étages, quelque part, nous descendons à la cave.
C'est clair d'identifier trois degrés de stress. Le stress qui est léger, qui est un inconfort passager fugace. Plus j'ai, c'est trop froid. Un mot échangé, une remarque, un regard. Ces mois-là arrivent plusieurs fois par jour, durent quelques secondes. Je dirais, on ne fait pas attention. Après, si ça se reproduit trop souvent, la fréquence et l'intensité, on peut passer dans le niveau sévère, de stress sévère, où la pression est sentie avec intensité et fréquence importante. On n'est pas bien, on le sait là. Et surtout, se voit. Comportement changé significativement. Et si on n'est pas à ce niveau-là, on passe à un stress intense, là, on est en burn-out, la relève de la médecine, de thérapie. Donc, bien sûr, la communication devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que nous descendons dans le stress. La distance est essentielle si nous n'agissons pas pour arrêter le processus. Donc, le comportement peut changer significativement quand on est assis peinard au bureau ou quand il y a le feu. Le gros intérêt du modèle, c'est de nous apporter trois esprits comportements sous stress. C'est car ces comportements sont prévisibles, donc ils décrivent le comportement possible, et ils associent aussi de personnalité. Par exemple, une personne sous stress peut devenir perfectionniste, cassante ou ne plus arriver à dire non, par exemple. D'autres sortiront de la passivité ou manipuleront en rotant fort sur les autres. Le deuxième point, c'est que les comportements sont observables. Comme ça, observer. Tout ça, c'est des signaux faibles, verbaux ou non verbaux, qui nous permettent de dire si une personne est stressée. Quand j'ai une personne, cette personne doit être soi-même. Le deuxième point, le plus intéressant, c'est réversible. La bonne nouvelle, c'est que le processus donne des techniques pour amener les personnes à un niveau de stress acceptable. Donc, bien sûr, dans toute société, le stress est présent, dans les structures peut-être plus souvent qu'ailleurs, et avoir ces outils-là, parce que c'est le point fort de la processus, c'est arriver à travailler sur ces comportements de stress qui donnent énormément d'outils pour traiter ces situations conflictuelles, difficiles. En conclusion, rappelez-vous ces points. Donc, personne a un immeuble qui représente sa structure de personnalité. On communique à partir de notre base, donc on interagit avec les autres à partir de notre base. Notre motivation de l'instant vient de notre phase et de notre capacité à nourrir nos besoins psychologiques pour charger en énergie. Les autres tâches sont des ressources auxquelles on va avoir accès en prenant notre ascenseur. L'ascenseur est un comportement d'adaptation à l'autre et au connect. Et les comportements sous stress sont prévisibles, observables et réversibles. Pickler dit que la mission de la processus est d'améliorer la qualité de vie de chacun parce que la relation aux autres est capitale. Voilà. Pour aller plus loin, il y a quelques livres. Donc, le livre sur la processcom qui a été écrit par Gérard Collignon. Vous avez le livre sur les accords Toltec aussi de Don Miguel Ruiz qui est intéressant à lire. Et puis un petit livre tout petit mais tout vraiment sympathique d'Anne Ducrot sur les situations de tension quand on est face à des difficultés pour apaiser les relations. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez également passer votre inventaire de personnalité en ligne. Donc, c'est un questionnaire qui est à remplir en ligne avec un débrief derrière par un coach ou un formateur certifié Processcom. Donc, vous avez les liens pour aller trouver un formateur ou un coach près de chez vous sur ces sites-là. Et puis, vous aurez donc un résultat, votre inventaire de personnalité, votre immeuble, et puis surtout un rapport d'une quarantaine de pages qui va vous décrire effectivement vos points forts et puis vos points de vigilance, et puis aussi contenir tout un tas de conseils sur comment prendre soin de vos besoins psychologiques ou faire attention à votre satisfaction négative de ces besoins-là. Voilà. Vous avez aussi plein de formations sur ce truc-là. Donc, je vais juste vous passer une petite slide de pub. Donc, il y a des certifications en communication interpersonnelle qui sont proposées. Donc, pour ma part, j'en propose sur Grenoble en avril, avec 2 fois 2 jours en présentiel, avec une certification qui est par l'organisme international APMG. Et puis, vous avez aussi, si vous avez une semaine à passer, développement personnel et jeunes, où il y a de la processcom avec aussi du nettoyage de l'organisme qui ne peut pas faire de mal en ces temps troublés. Voilà, toutes ces formations sont éligibles au DIF ou au CPF. Et puis, elles peuvent aussi, si vous bénéficiez du FIFPL, si vous êtes profession libérale ou de l'OPCO, avec une convention de formation, bien sûr. Voilà. Merci de votre écoute. C'était juste une introduction rapide à la process communication modèle. J'espère que cela vous a intéressé et donné envie d'en savoir plus pour appliquer ces techniques dans votre quotidien. Voilà, Boris, c'est votre contact sur place pour vous donner plus d'informations si besoin. Je vous remercie de votre écoute et je suis à votre disposition pour vos questions. Super, merci beaucoup Michel.